Ben, bonjour, c'est la première chose. Merci de participer aujourd'hui et sur cette présentation du livre Le monde des CIP. Et on va aussi parler du métier, pas uniquement du livre, puisque ce n'est pas la première présentation. Donc, on va essayer d'ouvrir de façon un petit peu différente. Donc, moi, je suis Mancel, l'auteur de ce livre. Je suis fondatrice aussi d'Avenir, un organisme de formation qui est spécialisé dans le domaine de l'insertion professionnelle. Alors aujourd'hui, je suis vraiment honorée de vous présenter ce travail que j'ai fait et qui explore, je l'espère, en profondeur le métier de CIP qui est un petit peu difficile à présenter puisqu'il est variable selon les structures dans lesquelles on exerce le métier. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Laura. Laura Dijoux, qui est conseillère en insertion professionnelle. Et c'est une personne que j'ai eu le plaisir de former. Elle a fait CIP, elle a fait FPA et elle est brillante, brillantissime. Donc, c'est pour cette raison, puis elle a de l'expérience maintenant. Donc, c'est pour cette raison que sur le côté pratique, c'est aussi intéressant de voir quelqu'un qui est en activité et qui est confronté à tous les problèmes que les CIP peuvent rencontrer. Donc, je vais vous montrer l'organisation de cette présentation. Donc, on va voir un petit peu la vue d'ensemble du rôle du CIP. Puis après, on va avoir les prérequis, puisqu'il y en a beaucoup aussi qui sont en formation, puisque depuis que le livre est sorti, j'ai eu beaucoup de demandes de connexion sur LinkedIn avec des échanges et des questions pour certains. Et parmi vous certains sont en poste déjà, bien sûr, mais il y en a aussi qui sont en formation et qui se posent pas mal de questions. Donc, je pensais que c'était intéressant de parler de ça. On va voir les types d'emplois accessibles pour le CIP. Ça, on ne peut pas le réduire. Hop, non. On va voir l'organisation du livre pour que vous puissiez après voir qu'on peut piocher dedans un petit peu à tous les niveaux. Les compétences essentielles du CIP, la gestion de projet. Et après, on va voir l'évolution un petit peu de ce métier qui change sans arrêt avec tous les changements politiques, économiques, sociaux qui s'organisent autour de ce métier auquel on est obligé de faire face. On va voir les meilleures pratiques et les outils du CIP, l'utilisation d'outils, donc de certains outils d'orientation et d'accompagnement pour un côté pragmatique aussi, le développement des projets professionnels. On mettra une petite vidéo qui fera un petit récapitulatif de tout ça à la fin. Et à la fin, je vous propose un temps d'échange et de questions qui permettra, si vous avez des interrogations, de répondre si l'on peut, évidemment, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Donc, voilà, en tout cas, d'essayer au mieux d'échanger. Et vous pouvez aussi apporter des réponses les uns aux autres parce que c'est un métier tellement riche que c'est pas une personne qui détient le savoir. Au contraire, c'est tous ensemble où nous avons tous un savoir à partager et à exprimer. Donc, on va commencer sur cet ensemble des différentes missions du CIP. Donc, il y a trois grands points. C'est évidemment l'accompagnement des personnes vers l'emploi. C'est quand même l'essentiel du truc. Est-ce que ça, voilà. L'aide à la définition de projets professionnels et le soutien dans la recherche d'emploi. Donc, sur cette vue d'ensemble du rôle, le conseiller en insertion professionnelle, il accompagne bien les personnes de tout âge afin d'aider et d'insérer vraiment professionnellement de façon durable. Il les informe et il va les aider dans cette insertion. Donc, sur cette partie-là, hop là, pardon, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, Laura, sur l'accompagnement des personnes? Alors, l'accompagnement des personnes, comment le CIP va accompagner les personnes tout simplement avec une expertise, d'accord? Un CIP dans l'accompagnement à l'insertion professionnelle, il est expert dans l'accompagnement des personnes souvent éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi. Donc, ce public-là consiste à intervenir auprès des personnes entre 16 et 64 ans, l'âge de la retraite. Ouais, c'est ça. Donc, voilà.
Vous voyez aussi qu'on a des mineurs avec des problématiques de décrochage scolaire qui sont de plus en plus prises en charge. Le CIP va faire appel à ces outils, faire appel à des outils, et il faudra aussi appel à des acteurs non utilisables sur le territoire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert, du coup on l'entend. Si la personne peut couper, je ne sais pas qui c'est. Voilà, merci beaucoup. Vas-y, vas-y. Donc, je disais faire aussi appel aux acteurs sur le territoire. Parce que comme la plupart des professionnels qui interviennent dans l'insertion sociale ou professionnelle, c'est un professionnel qui n'agit jamais seul. Pour rappel que ces trois missions seront informer, conseiller et orienter. Voilà. Donc, l'accompagnement, il nécessite beaucoup d'organisation. Ça ne se fait pas comme ça. On n'accompagne pas euh, par un coup de baguette magique. Ça demande vraiment une planification, une implication aussi bien de la part du conseiller que du bénéficiaire pour une véritable co-construction, puisqu'on ne fait jamais les choses seuls. Ce n'est pas nous qui, en tant que CIP, décidons. C'est bien avec le bénéficiaire. Et donc, il y a la préparation de cette réalisation qui intervient dans un premier point. Puis après, il y a la mise en œuvre. Et puis après, il y a un bilan global qui doit se faire. Et il y a une analyse et un réajustement. Alors, ce réajustement, il intervient sans arrêt. On va le voir un petit peu plus en détail. Mais trouver sa voie, trouver le métier qui convient, remotiver, redonner du lien, bah, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et pour ça, on a quand même, malgré tout, pas mal d'outils qu'on va développer après. Je propose de continuer, puisque ça, c'est une partie qu'on va voir un petit peu plus en détail par la suite. Et une chose importante, c'est que lorsqu'on a un projet qui va se mettre en œuvre, c'est-à-dire quand on commence à partir de l'entretien d'accueil jusqu'au bilan, au début, on imagine le projet comme quelque chose de direct, puisqu'on a tout établi, on y croit, Oui. on y croit. Et puis, en fait, comme toujours, eh bien, comme on peut le voir, il y a des aléas qui font que ça roule jamais tout droit. Voilà, donc ça, il faut le savoir. On pense que les choses vont se passer comme ça, on les met en place, on signe des accords, on signe des engagements, on fait tout ce qu'il faut. Et Et on se confronte à la vie. et on se Quel jour confronte à ça la va? vie. Donc, surtout, désespérez pas quand les choses vont pas comme vous le voulez, parce que c'est, je crois, systématique à peu près. Ouais, bon. Systématique. On dirait que c'est systématique. On se confronte réellement à la vie dans le sens où il y a des imprévus qu'on pourra prévoir, ce qu'on appelle des imprévus, prévoir ces imprévus, anticiper, mais il y en a d'autres qu'on ne pourra pas prévoir et là, il faudra s'adapter. Donc voilà. Donc, sur cette vue d'ensemble, il est évident qu'il y a une partie essentielle dans le métier, c'est que selon la zone dans laquelle vous exercez, vous allez avoir des partenaires différents, vous allez avoir des demandes différentes, vous allez avoir des publics qui peuvent, même si dans l'ensemble on retrouve certaines particularités, mais en tout cas, les choses vont être différentes et c'est aussi selon la structure. Donc il y a un lien qui est extrêmement important selon la zone géographique où vous travaillez, le secteur d'activité qui est lié à cette zone géographique, le bassin d'emploi, et les besoins de votre structure, puisque chaque structure va avoir, certaines sont spécialisées sur les jeunes, d'autres sont spécialisées sur des gens en situation d'électrice, d'électronisme, etc. D'autres sont spécialisées. Donc, toutes ces spécificités vont faire que ce métier, selon là où vous l'exercez, vous n'allez pas exactement faire la même chose. Et en plus, dans certaines structures, vous allez être dédié uniquement à l'entretien d'accueil, uniquement à l'accompagnement, uniquement au bilan. Enfin bref, c'est extrêmement variable. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut à chaque fois prendre en compte et qui est extrêmement important parce que parler du métier de CIP, c'est pas un métier, c'est des centaines de métiers et qui vont répondre à des besoins différents. Et ça, c'est vraiment, vraiment, mais un point, vous pouvez parler, échanger avec d'autres CIP. Vous verrez que certains vont vous dire, ah, mais moi, je fais ça, c'est super. Vous dites, oui, mais moi, dans ma structure, on ne fait pas comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça veut dire que c'est adapté à votre contexte. Et ça, j'ai pas mal de questions de personnes qui me demandent, oui, mais moi, je fais comme ça. Je dis, oui,
Mais c'est très, très bien si vous faites comme ça, c'est que ça répond aux besoins, mais aux besoins locaux. C'est-à-dire que dans un bassin où il y a, des recherches d'emploi sur des domaines et cetera, vous allez pas pouvoir faire la même chose. Et nous, on travaille beaucoup ici avec les espaces verts, on travaille beaucoup sur certaines choses et parfois c'est pas possible, mais c'est lié au contexte géographique dans lequel on est et aux situations local et donc ça, c'est extrêmement important. Je suis pas certaine que sur Paris, c'est un présumé, hein, alors, ne me dites pas: «Mais si, sur Paris aussi», mais je suis pas certaine qu'il y ait autant de demandes dans les espaces verts à Paris qu'on peut en avoir ici. Ce qui est un peu logique, mais, c'est vraiment cette adaptation et cette adaptation aux outils que vous allez utiliser et aux partenariats. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on va après, voir les prérequis pour suivre une formation puisque ça inquiète pas mal de gens. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Donc j'ai dit: On va essayer de le faire». Donc, sur la partie des prérequis proprement dit, on a, donc je dirais un niveau bac, c'est quand même un petit peu un minimum. Une maîtrise de l'informatique et de l'outil numérique, parce que vous allez vous retrouver confronté à faire pas mal de paperasserie. Pas mal. Pas mal est un faible mot. Le Voilà. traitement administratif fait partie du métier de CIP de manière indissociable. Donc, et encore plus avec toutes les obligations politiques qu'on peut avoir qui obligent un suivi, un protocole, des procédures et aussi un retour des activités. Il y a une traçabilité obligatoire. Oui. Donc vous pouvez pas commencer un entretien d'accueil, le finir en disant: «J'écris ça sur mon petit cahier, tout va bien. J'ai suivi madame machin, tout va bien, j'ai tout vu monsieur truc». Non, il faut que tout le monde puisse y avoir accès. On travaille jamais seul en tant que CIP. On travaille avec d'autres partenaires, d'autres CIP. Donc il faut que les choses, elles soient écrites. Donc ça demande aussi une petite maîtrise du français parce qu'il faut au moins, qu'on puisse comprendre ce que le collègue a voulu dire. Voilà, parce que parfois c'est un peu particulier. Alors selon les départements, nous ici, on parle beaucoup créole, donc c'est important de parler de cette maîtrise du français. C'est pas le cas partout, mais ça ça fait partie du métier. Une capacité à mener un entretien, ça veut dire ne pas avoir peur de parler à l'autre, hein, ça c'est, aussi important et puis surtout de ne pas avoir de jugement quand on parle. C'est-à-dire que peu importe, ce que la personne va vous dire en face, si elle arrive à vous parler, c'est déjà super bien. Il faut vraiment être motivé parce que c'est un métier qui prend beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, et qui demande une implication. Mais il faut aussi pouvoir se protéger parce que vous allez rencontrer des difficultés, enfin, les personnes vont vous exposer leurs difficultés. Elles ont rarement juste un problème de travail, soyons clairs. Elles ont une multitude de situations complexes, difficiles et parfois l'humain quand on est empathique, parce que c'est un petit peu mieux si on est empathique quand même, ben on le prend, aussi en nous, quoi et quand c'est quelque chose qu'on ressent, il faut aussi savoir se protéger donc on verra que l'analyse de pratique et les échanges avec les autres est essentiel parce que d'abord ça peut vous aider à comprendre et à prendre un peu de recul et on peut pas se blaser dans ce métier. Si vous êtes blasé, il faut changer de métier. Il faut vraiment être impliqué. Prenez des vacances. Prenez des vacances. Changez pas forcément de Mais métier, mais mais prenez des prenez au moins des vacances. vacances. Bon, c'est un métier qui humainement est engageant. Donc, obligatoirement, vous allez, vivre quelque chose et ça, il faut aussi parfois savoir s'en protéger parce qu'on a envie d'intervenir et c'est pas à vous de faire, c'est aux bénéficiaires de faire. Vous, vous allez accompagner le bénéficiaire pour qu'il fasse. Vous avez peut-être les solutions, mais le but, c'est pas de lui donner toutes les solutions, c'est que lui se les approprie et ça, c'est très, très différent. Donc, en plus, donc vous avez alors un plus quand vous commencez, c'est évidemment si vous avez déjà une expérience, dans l'accompagnement. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Et il vous faut savoir écouter parce que, et écouter vraiment sans juger. Écouter ce que dit l'autre et pas interpréter ce que dit l'autre. Que ce soit pas ce que vous avez envie d'entendre qui vous corresponde. Et il faut analyser les choses au fur et à mesure et avoir un esprit d'équipe. On le répétera jamais, jamais, jamais assez. On ne travaille jamais seul en tant que CIP.
C'est la première présentation, je l'ai fait seule, la deuxième, je l'ai fait avec Maxime, la troisième, je l'ai fait avec Laura. On travaille jamais seul, c'est impossible. On travaille avec des partenaires, on travaille ensemble, on se pose des questions, Mm. on se demande des tuyaux, on n'a pas réponse à tout et c'est normal. On est humain nous aussi, hein, donc faut pas non plus se flageller. Il n'y a pas de grande cape, je suis de super CIP. Non, c'est un commun et ça, c'est important. Il faut connaître le monde de l'entreprise. Et si vous êtes naturellement empathique, c'est bien. Et en tout cas, il faut être bienveillant, surtout. Ça, on peut pas, on peut pas vouloir se venger de choses auprès des bénéficiaires. Et c'est vraiment des qualités qui vont vous aider à devenir un bon CIP. Donc, je pense, là, on va continuer. Euh, donc, dans les emplois accessibles, il y a tous les secteurs possibles. Alors ça, vous les retrouverez page 10. J'en ai fait une liste, mais c'est pas je vais pas m'amuser à lire la liste, ça a pas un grand intérêt, mais vous verrez qu'ils sont assez divers et il y a différents rôles et responsabilités pour un CIP et donc ce CIP, il peut effectivement, connaître, ce qui est important pour un CIP, c'est aussi qu'il connaisse les limites de son intervention. On est CIP, on n'est pas psy. C'est pas le même métier, d'accord? Et ça, c'est important de le redire. Parce que parfois, il y a, surtout au début, On n'est pas psy, on n'est pas écrivaine, parce qu'on a tendance à faire pour les autres. Donc, on n'est pas écrivaine, on n'est pas formateur, on n'est pas assistante sociale, on n'est pas à la banque alimentaire. voilà, Donc, voilà, on est CIP, on accompagne vraiment à trouver des solutions et dans la prise de décision. Dans votre rôle, c'est voilà, c'est de donner des outils, de montrer des bonnes pratiques, de conseiller sur la situation, c'est-à-dire de prendre la situation de la personne, de prendre ses compétences et de lui dire, voilà, au vu de cette situation-là, vous avez ces possibilités-là. Pas une seule possibilité, parce que vous avez estimé que c'est la possibilité qui est appropriée à sa situation, mais vraiment donner une prise de décision à l'autre. D'accord? Parce qu'on rappelle que c'est la vie de l'autre et c'est pas notre vie à nous. C'est vraiment la vie de l'autre et c'est sa liberté d'expression. D'accord? C'est respecter sa liberté, en fait, dans se dire, voilà, c'est à lui de prendre les décisions et c'est à moi de faire des propositions pour qu'il puisse prendre sa place, d'accord? De trouver sa place et de trouver une relation de confiance là-dedans. ouais. Donc évidemment, il va vous falloir connaître les mesures bah, pour l'emploi. Ça fait vraiment partie de votre travail. L'insertion par l'activité économique, donc tout l'IAE. Évidemment, l'équipe. Quand je dis travail en équipe, parce que c'est bien beau, c'est un grand mot, on travaille en équipe. OK, d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître ses collègues. Mm. Ça veut dire qu'il faut savoir vraiment ce que fait sa structure, ce que sa structure peut ou ne peut pas proposer, ce que font les partenaires avec lesquels vous allez travailler et ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. C'est surtout pas orienté vers des mauvaises adresses, les personnes qui sont déjà un petit peu perdues. Oui, Donc, s'assurer que lorsqu'on envoie quelqu'un quelque part, c'est vraiment la réponse qui va lui être donnée. Il faut donc ce travail en équipe, il est vraiment essentiel. Il faut évidemment maîtriser nos savoir-faire et nos savoir-être, c'est-à-dire notre posture, une posture neutre et bienveillante. Hein, et quand on parle, on va parler tout à l'heure du verbal et du non-verbal. Quand quelqu'un va vous dire quelque chose, si vous commencez à lever les sourcils ou à faire ah ben ouais, eh ben non, ça se fait pas. C'est-à-dire que cette posture neutre du CIP, elle est vraiment très importante. Et c'est vrai que quand on travaille les entretiens d'accueil au début, où on a ceux qui font toutes les réponses et ils veulent donner toutes les solutions, c'est pas ça. Et ceux qui sont choqués par des situations et qui du coup se disent mais quand même on fait pas ça. Eh ben non, ça c'est pas. Vous n'avez pas à juger l'autre, ça c'est important. Donc il faut savoir aussi concevoir et animer des ateliers parce que vous allez être aussi amené à avoir une prise de parole en public, puisque ce sera des groupes sur des ateliers thématiques, hein, évidemment, mais vous aurez des groupes en face de vous, donc vous allez monter des PowerPoint, vous allez faire des vidéos, vous allez faire ce selon la structure. C'est pas systématique, mais ça fait partie des compétences faut être créatif. de votre métier. Il faut être créatif. Faut être créatif. Faut être créatif.
Vous allez aussi avoir une partie importante qu'il faut apprendre à faire et que vraiment je vous conseille de faire et que on pratique beaucoup à venir et on fait beaucoup d'échanges Mm. là-dessus. Et je l'ai fait tout au long de ma carrière. C'est vraiment d'analyser votre pratique professionnelle. Analyser sa pratique professionnelle, c'est pas se flageller, hein. C'est pas dire, oh, je suis pas bonne, j'y arrive pas. Non, Mm. analyser sa pratique professionnelle, c'est vraiment dire, bon, là, bon, je trouve que là, j'ai pas été bonne ou là, j'ai pas su répondre ou là, au contraire, j'ai été super bonne, qu'est-ce que tu en penses? Et demander, Mm. échanger, et c'est cette co-construction avec vos collègues, et cetera, avec votre N+1, si vous vous entendez bien, si ça se passe bien dans votre structure, qui va vous permettre de vraiment avancer dans votre carrière. Parce que comme en plus, vous avez un métier qui change sans arrêt, parce que là, faites confiance aux politiques, il y a pas de problème. Les changements, il y en a. On va parler de Pôle emploi et de France Travail, par exemple. Je dis ça, je dis rien, hein, mais ça fait partie des choses qui vont changer en permanence. Donc, vous êtes obligé en permanence, vous, de vous adapter. Et malgré tout, il y aura jamais de routine. Parce que les personnes que vous allez avoir en face, elles n'auront jamais les mêmes problèmes. Il y a des choses qui se ressemblent, mais c'est toujours différent. Donc analyser sa pratique professionnelle, le partenariat avec les employeurs, ça c'est important d'établir un vrai partenariat, c'est-à-dire d'arriver à trouver des employeurs avec qui vous pouvez vraiment échanger, avec qui vous pouvez, sur qui vous pouvez compter et qui comptent aussi sur vous. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, faut pas oublier que quand c'est fait, vous n'avez pas trouvé un job à la personne, enfin la personne n'a pas trouvé sa voie, et son métier et l'exerce pour que ça dure 15 jours. Donc il faut que vous travaillez sur l'intégration et le maintien professionnel dans la situation pour que la personne soit vraiment sortie de ce cercle, un peu compliqué. Donc là, je vais vous présenter, après Laura parlera un petit peu plus, donc de l'organisation du livre. Donc les principaux chapitres, la structure générale du livre et des exemples concrets et des liens. Donc, dans l'organisation du livre, je me suis trompée de truc, c'est pas grave. Donc, il n'est pas fait dans l'ordre du REAC. Pour ceux qui veulent le suivre dans l'ordre du REAC, hein, le référentiel de compétences, il suit pas cet ordre-là et c'est volontaire parce que c'est pas un mode d'emploi du REAC. Mais vous devez retrouver pas mal de choses quand même si vous fouillez un petit peu à droite, à gauche. Donc, c'est une consultation libre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de lire le livre de la page 1 à la page, je ne sais plus combien à la fin, je ne sais plus combien, 130, un truc comme ça. Donc, vous ne le lisez pas dans l'ordre, c'est pas grave. Vous allez piocher le morceau qui vous intéresse et vous refermez, c'est fait pour. D'accord? Le but, c'était de partager. J'en ai pas trouvé quand je faisais tout au début ces cours-là. Et le but, c'était d'arriver à partager un petit peu un truc. On peut l'améliorer et il faut l'améliorer, mais au moins, ça donne une petite base. Et puis, vous avez des exemples concrets dans le livre. J'ai essayé d'en mettre avec l'histoire de Monsieur X et puis de raconter aussi des petites histoires pour que ce soit plus facile et plus accessible. Et après, toutes les annexes qui sont à l'intérieur, elles sont téléchargeables et vous avez donc des fiches qui sont déjà toutes faites pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, on va voir les compétences essentielles du CIP. Donc, l'importance de la communication dans le rôle du CIP et la confidentialité, la communication verbale et non verbale, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, je pense que Laura va revenir dessus, et les techniques de communication adaptées à différentes situations, telles que les entretiens individuels, les ateliers de groupe et les interactions avec les employeurs, puisque c'est trois méthodes, trois façons de parler différentes, évidemment. Donc, et évidemment, ce fameux traitement administratif, parce que cette communication écrite, elle est hyper importante. Sujet, verbe, complément, c'est un petit rappel comme ça, mais pas des grandes phrases. On n'est pas tous capables de le faire, je dirais. C'est voilà. Donc, même moi, quand j'écrivais, Sylvia me disait sujet, verbe, complément. Donc voilà, je suis sujet, verbe, complément. C'est valable, je pense, pour tout le monde, parce que parfois on se lance. Mais l'autre comprend pas obligatoirement ce qu'on veut dire. C'est ça, c'est ça. Donc, on va simplifier les choses. Donc,
L'importance de la communication verbale, le rôle de la communication non verbale et la cohérence entre les deux. Vas-y, Laura. Alors, l'importance de la communication verbale. Il faut être honnête avec vous-même quand vous communiquez avec l'autre, mettez-vous à la place de l'autre et vous passez un message. Assurez-vous que ce message est compris. Donc, adaptez votre langage à la personne qui est en face de vous, adaptez à vous à son niveau de communication. Donc, entre le fait que vous allez communiquer avec un demandeur d'emploi qui est peut-être en situation d'illettrisme ou un demandeur d'emploi qui vient de sortir du système scolaire ou un C'est rien. demandeur- Vas-y, c'est rien, je vais le couper. Donc, les aléas du direct. Donc, je disais donc un demandeur d'emploi en situation d'illettrisme ou un demandeur d'emploi qui vient de sortir du système scolaire ou qui a eu une carrière professionnelle avant d'être demandeur d'emploi, ou même un employeur ou même un supérieur hiérarchique ou votre collègue, votre communication verbale sera totalement différente. Donc, parce que vous allez avoir moins de termes techniques et professionnels avec les demandeurs d'emploi pour pouvoir vous adapter. Et effectivement, avec vos collègues, vous allez utiliser les sigles, les abréviations. Donc, Les acronymes. voilà. Donc, avec les employeurs, vous allez vous montrer sous un aspect un petit peu plus commercial, vendeur. Et donc là, en fait, il faut s'adapter. Donc, de toute façon, l'adaptation est un mot d'ordre dans le métier de CIP. Donc, voilà, adaptez votre communication verbale. C'est important, en fait, que vous puissiez vous exprimer et laisser aussi de l'espace, donc un temps de parole à l'autre, pour qu'il puisse aussi confirmer qu'il est bien compris. D'accord? Et vous, vous allez faire la même chose avec des techniques de communication telles que la reformulation pour que justement vous assurez avoir bien compris ce que l'autre est en train de dire et obtenir l'adhésion des deux parties. Donc, obtenir la co-construction est aussi quelque chose d'incontournable dans le métier de CIP. Vous allez toujours construire à deux, en fait, que ce soit avec le bénéficiaire que vous accompagnez, que ce soit avec les personnes avec qui vous collaborez et que ce soit aussi avec les personnes que vous voulez mobiliser dans les accompagnements. Donc là, la co-construction, elle est en permanence dans votre métier. D'accord? Ce n'est pas uniquement avec les bénéficiaires. Donc, laissez de la place à l'autre. Un CIP, en général, s'exprime très peu en jeu. Ouais. Oui. Donc, c'est surtout en nous ou vous pour que justement ces personnes se sentent prises en considération et que le nous représente une structure. Vous ne représentez pas vous, personne lambda, monsieur X ou madame X ou voilà, vous représentez une structure. Donc vous êtes sous la coupe d'une structure. On a très très peu de CIP qui sont indépendants. Ouais. Alors, il y Donc a des CIP indépendants, mais de toute façon, les CIP indépendants travaillent pour une oui, structure. ils Donc, représentent même une s'ils sont structure. indépendants, puisqu'il y a des structures qui ne peuvent pas se permettre d'employer un CIP à temps complet, donc ils vont employer des CIP indépendants. Ces CIP indépendants vont intervenir X jours, X temps, X heures dans la structure, mais quand ils sont dans cette structure, ils représentent malgré tout cette structure. Et ce qui est important quand vous êtes en échange avec les bénéficiaires, c'est que non seulement vous adaptiez votre langage, mais vous adaptiez votre non-verbal. Oui. Si je vous dis par exemple, bonjour, ça va aujourd'hui là? Alors, comment ça se passe? C'est pas très agréable. Si je vous dis, si on prend une voix d'hôtesse, bonjour, vous allez bien? C'est pas non plus normal. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à adapter et être dans l'écoute, dans le bon langage et que tout votre non-verbal, si la personne vous dit quelque chose qui va vous choquer, c'est pas de faire d'avoir toutes ces petites mimiques que l'on a souvent et qui nous trahissent, hein. C'est assez difficile de les contrôler, mais il est extrêmement important de rester le plus neutre possible et de ne pas montrer de jugement sur, toutes vos attitudes, ou de dire voilà, ou être contrarié parce qu'il vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas grave, c'est pas votre rôle, vous êtes pas là pour juger. Donc c'est extrêmement important de bloquer votre non-verbal parce que, on a tous eu des moments, par exemple, où, on va prendre un autre cas de figure, hein, vous allez chez le médecin lit un compte rendu, il fait: «Oh là là, quand même!» et bah, ça y est, votre petit vélo,
ça part, ça y est, j'ai une grosse maladie, je vais pas bien, ça va pas. C'est la même chose quand les personnes viennent vous voir, ils viennent vous voir, ils sont un petit peu, ils savent pas trop et si vous, vous leur dites, «Ah ouais, ça va être difficile, hein». Ah bah, ça y est, ça va pas être difficile. Ce qu'ils entendent, c'est: «Ça va être impossible» et si votre non-verbal montre eh ben, c'est pas la peine, c'est vous avez déjà tout cassé. Donc justement, cette co-construction et cette confiance qu'il faut établir avec le bénéficiaire, elle est essentielle et elle passe par cette communication. Un point important aussi, quand on expose les choses, on parle de confidentialité. On n'est absolument pas dans, parce qu'il y a souvent Le secret ouais, professionnel. on n'est pas soumis au secret professionnel. On échange avec nos partenaires. Donc on n'est pas dans des choses quand vous allez parler avec votre bénéficiaire, vous allez lui expliquer qu'effectivement, vous êtes c'est tout ce qui est dit entre vous et lui est confidentiel. Mais confidentiel ne veut pas dire secret professionnel. Il faut bien faire cette différence et éventuellement l'expliquer. Parce que la personne que vous allez avoir en face de vous, elle va vous faire confiance, elle va vous dire des choses qu'elle a peut-être pas envie de dire en disant: «Ouais, j'ai pas déclaré ça» ou «J'ai pas fait ci» ou «Je travaille au noir» ou bref, des choses qu'elle a pas obligatoirement envie de dire. Elle vous fait confiance pour le dire et expliquez bien que l'entretien est confidentiel, mais que ce n'est pas du secret professionnel puisque vous allez le partager avec d'autres professionnels. Donc ça, c'est un petit point important pour bien établir les choses avec votre bénéficiaire. Alors, hop là. Donc, hem, dans cette partie pardon, dans cette partie, des compétences essentielles, il y a l'entretien, individuel avec, comme disait Laura, l'écoute active et la reformulation. Reformuler, 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 parce que on interprète souvent ce qu'on nous dit. On a tous joué à ce petit jeu où on se donne une phrase et puis on fait le tour et au bout de 20 personnes, c'est plus le même discours. Ça peut pas vous arriver. C'est-à-dire que pour s'assurer que l'autre vous a bien exposé certaines choses, vous le reformulez, vous lui demandez son accord. Est-ce que c'est bien ce que vous m'avez dit? Et ça, c'est essentiel pour que l'on pour que vous d'abord, ça puisse rentrer par l'écrit, puisque vous, vous allez le passer par l'écrit et pour pas qu'il y ait d'interprétation sauvage. Après, il y a les ateliers de groupe avec, les animations participatives et puis la gestion de dynamique de groupe. Ça peut-être que tu peux en dire 2 mots sur, en tant qu'FPA aussi, sur cette, partie, parce que c'est une autre partie du métier, c'est un autre chose. Alors, c'est vrai que la grande majorité du temps, après, ça, je dis la grande majorité du temps, mais ça dépendra aussi, comme on disait au début, de vos fonctions dans la structure. Parce que vous avez des CIP qui sont dédiés aux ateliers thématiques, aux ateliers de l'accompagnement collectif des bénéficiaires. Donc, ils font que ça dans les structures. C'est-à-dire qu'ils vont faire uniquement des ateliers autour de la technique de recherche d'emploi, la gestion confiance en soi, gestion des émotions et plein d'autres choses. Donc, Un atelier, c'est pas voilà. que ça, hein. Ça peut être, Mm. la gestion moi, j'en en avais monté sur, les boîtes vocales du Oui, téléphone, hein, parce que quand on est en recherche d'emploi et qu'on a: «Allô? Ah, je t'ai bien eu, ah, je t'ai bien eu, c'est rigolo», et qu'on est en recherche d'emploi, c'est pas adapté pour que l'employeur nous appelle, d'accord? Donc, comment gérer sa boîte vocale, c'est communiquer, important, oui. Oui. communiquer, enfin, il y a un tas de choses il y a 1000 et un ateliers, hein, il y a pas que les techniques de recherche d'emploi, mais c'est une partie importante. Donc, oui, après les ateliers, voilà, faites vraiment attention à ce que ça réponde à un besoin de votre public. Et après, ben, ça sera à vous donc d'en créer, d'être donc le plus créatif possible parce que ben, effectivement, vous pouvez avoir donc un support pédagogique par PowerPoint. Mais je vous avoue que beaucoup de publics ne sont pas réceptifs au PowerPoint. Donc, il faudra être créatif, être dans le côté ludique de la montée en compétences, d'accord? Et là, ça va vous demander, oui, dans vos compétences de CIP, d'être un petit peu donc pédagogue, donc savoir apprendre et faire monter en compétences les autres, c'est-à-dire transmettre des savoirs, que ce soit un savoir-faire, un savoir-être,
parce que vous pouvez aussi travailler sur la posture professionnelle, avoir une posture professionnelle lors d'un entretien ou tout simplement dans la vie professionnelle de tous les jours. Donc là, ça, on est sur du savoir-être. Mm. On peut aussi travailler sur du savoir, d'accord? Donc, savoir écrire un mail, savoir communiquer avec les autres autour de soi. Donc, vous allez quand même travailler sur les trois types de savoir à travers des ateliers collectifs. Donc là, donc l'animation va passer par tout ce qui est donc verbal et non verbal, et aussi les messages que vous voulez passer, les supports que vous voulez transmettre. Donc, et sans oublier le fait que ça soit eux qui soient au milieu de l'apprentissage, au cœur de l'apprentissage. Donc, c'est à eux, en fait, de faire, de se créer de l'expérience. Dites-vous aussi que cet atelier, c'est peut-être une première expérience pour cette personne. Donc, qu'est-ce que c'est la première expérience? C'est de tester, échouer et recommencer. Voilà. C'est ça fait partie du truc. Mais Donc voilà. Et la gestion de la dynamique de groupe, ça vous appartient à travers des outils. Donc, vous avez des icebreakers, vous avez des quiz, des brainstorming, des jeux. Donc, il y en a pléthore. la gamification, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, mais je vous avoue que le public de l'insertion professionnelle adore ça et qu'ils apprennent beaucoup plus facilement comme ça. C'est important parce que vous ne pouvez pas faire un PowerPoint, par exemple, avec plein d'écritures si vous avez un public qui est en situation d'illettrisme. On va commencer par le commencement. Donc, il va falloir adapter vos outils et faire des choses qui soient un peu plus ludiques. Et ça, c'est important. Il y a aussi la communication professionnelle avec les professionnels, avec les entreprises. Donc, il y a un tas de techniques importantes. Et quand je vous parlais tout à l'heure partenariat, c'est bien d'établir ce partenariat avec le temps, hein. Alors, évidemment, ça demande un peu de temps. Mais ces employeurs, c'est aussi un point essentiel. Il est évident que votre communication en entretien individuel, où vous allez adapter votre langage, votre non-verbal à votre public, les ateliers où là, vous allez parler au groupe et là où vous allez du coup avoir une autre façon de faire et la communication avec l'employeur, ça va pas être la même façon de communiquer derrière parce que ça, Mm. et ça va dépendre aussi du bassin d'emploi dans lequel vous êtes, vous êtes et vous exercez. On va continuer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de prévues, donc il y a un timing à respecter. On pourra revenir si vous avez des questions. Donc là, on arrive sur la partie du traitement administratif. Donc, rédaction de documents administratifs, tu reviendras peut-être sur l'ensemble. Clarté, précision. Clarté, précision. Clarté, précision. Clarté, précision. Clarté, précision. On le répétera jamais assez. Il faut que lorsque vous remplissez ces fameux documents qui vont être la traçabilité du vécu enfin, de ce qui se passe avec votre bénéficiaire, il faut absolument que vous, si vous êtes en vacances, si vous avez changé, si vous avez changé de poste, etc., celui qui est derrière puisse comprendre tout ce qui s'est passé et qui est les éléments essentiels. Il ne faut pas se noyer dans des pages et des pages d'écriture, mais il faut que ce soit extrêmement précis. Mm. Et ne pas oublier le respect des normes et de la régulation, puisque il y a actuellement le RGPD qui est en place, donc il y a des règles à respecter. On ne peut pas écrire n'importe quoi. On ne donne pas son avis, je le dis comme ça entre parenthèses, mais genre, oh là là, celui-là, il est compliqué, hein. Pas de réflexion comme ça, pas d'avis personnel, c'est impossible. J'en passe et des meilleurs hein, pour en avoir lu. Euh, Donc, Laura, elle a peut-être Vas-y. Alors, ce qui est important aussi de savoir sur la rédaction des documents administratifs, c'est aussi de se repérer dans les procédures, d'accord? Le traitement administratif, c'est se repérer dans les procédures de sa structure. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, d'accord? Donc, vous avez des structures qui font des synthèses, par exemple, à tous les entretiens. Il y en a d'autres, non, qui vont faire des synthèses à des entretiens spécifiques. Vous avez des outils parfois spécifiques à la structure. Donc, assurez-vous de comprendre tout le traitement administratif, donc la globalité du traitement administratif avant même de partir à faire du traitement administratif. Comment savoir si on est dans la bonne démarche? C'est ben, de s'assurer avec sa hiérarchie ou ses collègues
qu'on respecte bien tout le traitement administratif qui est demandé sur notre dispositif ou sur le lieu d'exercice. Donc, ensuite, tout ce qui est rédaction de documents administratifs, effectivement, la clarté et la précision, c'est le mot d'ordre. Pourquoi? Parce que, en fait, comme disait Cathy, c'est si je suis absent, si je pars de mon poste, si voilà, où je dois transmettre un document à un partenaire en distanciel, d'accord? J'ai pas besoin de partir. J'ai aussi des transmissions de documents, de faire un mail et de transmettre une situation par mail. Il faut être précis si vous voulez que votre partenaire vous comprenne, d'accord? Et puis, le premier acteur auquel vous devez penser, c'est le bénéficiaire. Vous allez lui transmettre, il a droit et accès à toutes ces données parce que ça le concerne lui en premier. Donc, si lui ne comprend pas ce qui est écrit, ça peut être très compliqué dans la relation de confiance. Donc, Il n'y a rien de pire que de lire un compte-rendu d'un entretien qu'on a eu et de se dire, ah bon, il s'est vous m'avez passé dit ça. ça. Ça vous est peut-être arrivé dans votre vie personnelle d'avoir un entretien parfois et puis de dire, ah bah ça, c'est pas vraiment ce que j'ai vécu. Donc ça, c'est catastrophique puisque la personne ne pourra plus vous faire confiance. C'est une évidence. Et puis, soyez honnête, en fait, dans ce que vous écrivez. N'en rajoutez pas parce que vous avez dit, vous vous dites, ah, j'ai fait un oubli dans mon écrit, donc je vais le mettre quand même. Non. En fait, respectez vraiment ce qui s'est passé, d'accord? Donc, respectez vraiment. Et puis, ben, les manquements, ben, ça arrive tous les jours et On est humain. on le rattrape après. Voilà. Donc, euh, hop là. La gestion de projet. Donc, définir, on va voir ces étapes-là, définir la gestion de projet, planifier, exécuter, évaluer des projets d'insertion professionnelle, mettre en lumière l'importance, la gestion du temps, parce que ça, c'est un paramètre extrêmement important, les ressources et les priorités dans la réalisation des objectifs des bénéficiaires, selon la structure, évidemment, la connaissance des dispositifs d'insertion, les principaux dispositifs d'insertion professionnelle disponibles, tels que les contrats aidés, les mesures de formation, les accompagnements spécifiques, etc. Et l'importance de rester informé de toutes ces évolutions législatives, les nouvelles politiques en matière d'emploi et d'insertion professionnelle. Donc, dans la gestion de projet, on va voir ces points-là. Donc, on va essayer d'aller, je vois que le temps file, donc on va aller un petit peu plus vite, je pense. Donc, sur la gestion de projet, il est évident qu'il faut d'entrée, quand vous allez établir un projet, c'est définir l'objectif et l'objectif final et les objectifs intermédiaires qui vont donc découler selon l'objectif final que vous avez mis en place en co-construction avec le bénéficiaire. L'importance de la méthode dans la gestion de projet, elle est centrale. C'est-à-dire qu'il y a des outils qu'il vous faut utiliser, qu'il vous faut vraiment connaître et qu'il vous faut vraiment maîtriser pour pouvoir le faire. Et là, j'insiste parce qu'effectivement, selon la structure dans laquelle vous êtes, vous aurez des outils différents. Et si vous êtes CIP indépendant, si vous travaillez dans une grosse structure ou dans une assoce, ce ne sera pas la même chose. Donc, c'est important de bien connaître ces outils. Planifier, 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 ça on le répétera jamais assez. Et contractualiser. Contractualiser, ça veut dire que lorsque vous avez créé cette, cette, ce projet, hein, quand il y a des choses qui sont mises en co-construction avec votre bénéficiaire, et vraiment en co-construction, c'est-à-dire que le bénéficiaire doit être complètement en accord avec ce que vous faites, à ce moment-là, vous allez contractualiser, c'est-à-dire qu'il faut le mettre sur papier et il faut que les deux parties s'engagent, mais vraiment s'engagent l'un et l'autre, et pour le suivi et pour toutes les démarches qu'il va avoir à faire. Des précisions ou tu es d'accord avec ça? Il y a peut-être. Non, un petit conseil qui peut les aider dans la planification et la contractualisation, c'est surtout en fait de s'imaginer que ce projet de votre part, d'accord, est une proposition, d'accord, que vous êtes là pour faire des propositions à cette personne et que la prise de décision lui appartient, d'accord, et qu'il faut aussi accepter que cette personne ne voit pas les choses comme vous et aussi le laisser se créer ses opportunités et ses expériences et revenir, pouvoir, elle, revenir sur ses décisions, parce qu'une décision prise ne veut pas dire que c'est définitif. Donc la contractualisation, effectivement, même si on a contractualisé un plan d'action, ne veut pas dire
qu'il faut le respecter à la lettre. Voilà. On peut le modifier au fur et à mesure. Et après, il y a donc l'exécution de ces choses, donc vérifier que les différentes étapes programmées dans le projet se font et si elles bougent, expliquer et essayer de comprendre pourquoi. Mm. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, faut pas oublier la partie évaluation. C'est-à-dire que se dire est-ce que c'est bien, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut continuer encore à aller plus loin derrière. Donc ça fait partie des choses importantes. Après, il y a les étapes, de cette, planification. Donc, quand on fait ce projet, on va commencer par bien identifier avec le bénéficiaire ses besoins. Ses besoins, pas ce que nous on imagine être ses besoins, mais Mm. ses besoins à lui, Réel. réels, d'accord? Hem, une fois qu'on a établi ses besoins, on va se fixer des objectifs. Oui. Une fois qu'on s'est fixé des objectifs, on va élaborer un plan d'action. Donc il y a un ordre, hein, bien on peut pas déroger à cet ordre-là. Et puis après, on va exécuter, mettre en œuvre ces projets et les actions différentes qu'il y a à faire. Et parfois, le délai, le timing qu'on avait prévu ne sera pas respecté. C'est souvent le cas, mais bon, C'est bien pour ça c'est que je parlais de proposition. de propositions et on va revenir et ça va être des allers-retours permanents, dans cette, élaboration de projet qui va beaucoup bouger et c'est normal et on suit tous ces progrès, ça c'est extrêmement important. On va évaluer les projets, on remotive aussi à chaque fois parce qu'en cours de route, la personne peut, s'épuiser, peut, se fatiguer, peut arriver parfois tout à la fin, «Je veux plus y aller». C'est un petit peu comme dans une rando, quand on fait de la randonnée, on part, on est super, bien et puis arrivé à la fin, on a tellement mal aux pattes, on a tellement mal partout qu'on se dit que c'était une grosse connerie d'être parti en randonnée, qu'on veut plus le faire, on veut pas aller jusqu'au bout, qu'on n'en est pas capable, que c'est pas possible et cetera et dans tous les projets, il y a un moment où on se dit: «Ah mais non, mais je vais pas y arriver, j'en suis pas capable». Eh beh Oui. si. Donc le Ça CIP, me fait rigoler parce qu'en fait, ce matin, alors, outre le fait que je sois conseillère en insertion professionnelle et FPA, il faut savoir que FPA, c'est formatrice professionnelle d'adultes. Il faut savoir que je suis intervenante sur les formations de CIP. D'accord? Donc, je suis formatrice de CIP. Ce matin, j'étais en intervention avec un groupe et on parlait de cette histoire justement de sortir de sa zone de confort. Et on me disait, oui, mais imagine qu'il ne puisse pas aller à l'entretien. Ben, c'est pas grave, il est au moins sorti de chez lui, il a au moins ouvert la porte et il s'est dit, bon, ben finalement, je retourne chez moi. C'est pas grave, on réessaye la prochaine fois. vous avez un auteur, qui s'appelle Carl Rogers, qui explique très, très bien toute cette partie-là et cette bienveillance, cette, empathie, cette congruence. Enfin, je vous conseille d'aller voir de ce côté-là. C'est vrai que c'est, remarquable. Il faut aussi faire des ajustements, proposer des améliorations en dehors du fait de redonner, toujours cette confiance, c'est important et au niveau de la gestion du temps, il y a des techniques pour la gestion du temps parce qu'il faut apprendre, à le gérer, ce que j'essaye de faire en même temps en regardant régulièrement ma montre. Mais, il y a des outils et des méthodes. Alors il y a la méthode, d'Eisenhower. Heu, il y a la gestion des ressources avec, les allocations des ressources, l'optimisation des ressources disponibles, et tout ça, ça va dépendre évidemment de votre structure et il y a aussi un point important, c'est la priorisation des tâches. Parce que quand on commence ou même parfois quand on exerce, ou même quand on est en formation, comment dire que parfois on est un petit peu perdu? Par quel bout je vais attraper les choses? Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à savoir, je vais jamais y arriver. Alors on commence avec son petit cahier, on met les choses bien au clair ou son ordi et cetera, ses fiches et puis à un moment, c'est un petit peu le bazar et on se dit: «Bah, je me souviens plus de ce que j'ai appris au début» ou je sais pas et j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, je vais pas y arriver et on me demande d'écrire un DP et on me calme, calme. Regardez toujours ce qui est important, urgent, faire cette différence. Je vous l'explique un petit peu dans le livre. Et c'est vrai que c'est
même avec nos bénéficiaires, même dans notre vie, hein, enfin, c'est pas mal aussi de temps en temps, on se pose des questions. C'est c'est plutôt pas mal et surtout s'autoriser, bah, à pas être parfait, hein, parce qu'on n'est pas parfait non plus et l'importance de la flexibilité parce qu'une urgence peut en cacher une autre, et ça, c'est quand même, très important. Dans les je continue parce que Oui, vas-y. quand même qu'on ait le temps des échanges derrière. Les principaux, donc dans les choses à maîtriser, ben, c'est connaître les principaux, dispositifs d'insertion professionnelle. Donc vous avez, évidemment les contrats aidés, mais il y en a beaucoup d'autres. Là, tu vas reprendre la main parce que Les dispositifs, après, ils sont spécifiques au territoire où vous êtes, d'accord? Donc là, même si on vous expose des dispositifs qui sont donc liés à l'île de la Réunion, ça va peut-être pas être bénéfique pour tout le monde qui est sur la visio. Donc, moi, ce que je vous conseille au niveau des dispositifs, c'est vraiment de vous interroger sur les structures telles que ben, le conseil départemental, le conseil régional. C'est vraiment les structures qui vont nous donner les lignes de conduite pour, euh, pour tout ce qui est mise en place des plans d'insertion, etc. Donc là, interrogez-vous sur quand est-ce que le plan d'insertion sort pour voir si des nouveaux dispositifs qui apparaissent, des dispositifs qui ont disparu, de l'évolution des publics. Donc, donc tout ça, interrogez-vous plus sur donc les plans politiques et légaux qui existent pour justement voir, aller voir bah, quel type de public est visé de plus en plus, quel type de dispositif va pouvoir naître et pouvoir orienter vos connaissances sur les dispositifs. Donc voilà. il vous faut connaître les mesures aussi de formation, puisque vous pouvez être amené à conseiller, enfin, ou en co-construction avec votre bénéficiaire, s'apercevoir que pour exercer telle ou telle chose, la personne a besoin de suivre une formation. La formation, c'est aussi un monde qui évolue beaucoup. Les dispositifs d'aide changent. Donc, c'est important aussi de connaître ces mesures de formation. Tout ce qui est accompagnement spécifique, parce que effectivement, souvent votre bénéficiaire, il n'a pas qu'un problème, d'emploi. Il a un problème, il a d'autres problèmes personnels. Donc il y a des accompagnements spécifiques qui peuvent se faire avec des partenaires. Et puis au-delà des problématiques, vous avez des publics tout simplement qui demandent un accompagnement spécifique. Je prends par exemple les jeunes de 16 à 25 ans. On ne va pas accompagner de la même manière un jeune qui a 16 ans et qui n'a pas d'expérience professionnelle qui se lance et qui se dit, bon, bah, j'ai arrêté l'école et puis voilà. Hein. Donc, dans la prise de conscience des responsabilités que le monde adulte, vous n'allez pas réagir pareil avec une personne qui a 29, 39 ans ou une personne qui est en fin de carrière. Donc là, je parle des personnes qui ont 55 ans, 60 ans et qui se disent, bon, ben, finalement, moi, j'ai fait un métier toute ma vie, mais c'est bon, j'ai assez donné et j'ai plus envie de travailler. Et donc, vous allez faire quoi? Donc, ils doivent rester actifs. Donc, rester actifs comment? Il faudra chercher donc, justement les solutions spécifiques à ces publics. Donc il y a tous les dispositifs et leur application, donc Cap Emploi avec alors Cap Emploi, il y a un mélange qui doit se faire, qui se fait Fusion. pas, faire une fusion, enfin bref, donc je le mets entre guillemets, c'est pas si évident que ça, parce que c'est quand même les publics en situation de handicap et déclarer RQTH, c'est quand même un petit peu particulier. On va le voir un tout petit peu après, hein, je l'ai développé aussi dans cette deuxième mouture du livre. Pôle emploi, alors désolé, dans le livre, c'était encore Pôle emploi. On est passé à France Travail, donc France Travail, désormais, et tout ce qui suit, les structures et les missions de l'IAE, tout ça, ce sont des choses qu'effectivement, il faut vous tenir absolument informé. Et il y en a bien d'autres. Et encore une fois, entre CIP, vous pouvez vous aider parce que parfois, dans une région, vous allez faire certaines choses et dans d'autres, il va y avoir d'autres choses de faites. Mais c'est pas mal de pouvoir échanger Mm. sur ça. Et là, encore une fois, je peux pas, c'est absolument impossible, ce serait un travail colossal de connaître tout ce qui se fait sur tout le territoire, puisqu'il est vraiment adapté et il répond aux besoins Ouais, et des puis parfois, problèmes ils locaux. utilisent des exemples de dispositifs
qui sont appelés totalement différemment, mais c'est C'est exactement la même exactement chose. la même chose. Oui, ça, on s'en est aperçu aussi. Donc, vraiment voir les spécificités du territoire. Donc, vraiment délimiter votre territoire, votre champ d'action pour pouvoir vous positionner dans tout ce qui est dispositif et acteurs mobilisables. Donc pour ça, un point essentiel, c'est l'importance de votre veille informationnelle. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est Heu, toute la life. Ça, c'est toute la life. Ça, c'est toute Tout- sa vie, voilà. On doit absolument se tenir informé des évolutions. Donc vous avez une sélection à faire sur des sources fiables. Alors vous pouvez vous abonner à des, newsletters, utiliser les flux, pardon, RSS, votre réseau professionnel. Alors dans des grosses structures, parfois, vous avez la lettre d'information qui vous tombe toute seule, hein. Donc ça, c'est très bien, le tri est fait. Mais vous n'êtes pas tous dans des grosses structures. Il y en a plein qui sont dans des petites associations. Il y en a plein qui sont indépendants. Il y en a plein qui, ont pas la chance d'avoir une lettre d'information toute faite tous les mois qui arrive ou toutes les semaines. Donc il faut absolument que vous fassiez votre veille informationnelle. Il faut absolument que vous travailliez avec vos réseaux professionnels. Il faut absolument que vous puissiez vous adapter aux nouvelles politiques et aux nouvelles lois. Et ça, franchement, ça change sans arrêt. Je dis ça, je dis rien. Mais depuis que j'ai commencé sur le métier de CIP, je peux vous assurer que c'est un nouveau monde, mais c'est, je pense, voué à Ils changent, continuer. ils changent pas en plus à la même période. Tu sais, Oui, voilà, tu peux on pas, peut. tu peux pas te dire, bon, alors, mois de mars, on sait qu'on a des changements de loi, donc on va faire attention au mois de mars. Non, Donc, c'est toute l'année, c'est c'est sans prévenir toute parfois. l'année. Oui, en plus. Du coup, ça a un impact réel sur votre travail au quotidien parce que vous ne pouvez pas proposer, les mêmes choses et un petit point important, c'est de penser de temps en temps à la formation continue. C'est-à-dire qu'une petite De se former, actualisation, de se former, se former. parce que Parce quand que on est en poste depuis un moment sur dans une structure extérieure, il y a une espèce de routine qui s'installe. On maîtrise les trucs, Et on est puis plus à même l'aise. quand on vient d'avoir le métier, le, le, le titre de CIP, donc ça ne veut pas dire que vous êtes formé à 100%. Je veux dire, on vous forme, oui, vous êtes formé, oui, sur la formation CIP, mais par exemple de la formation sur la communication, Oui. c'est, c'est pas mal, d'accord? Donc communiquer avec le photolangage ou la communication entre professionnels, enfin, il y a plein de choses qui peuvent alimenter en fait votre montée en compétences en permanence. Donc, C'est bien parce que c'est un métier où on cesse jamais d'apprendre. Donc ça, mm, c'est un des avantages de ce métier parce que ça bouge tout le temps. Donc on est toujours obligé de se tenir informé. Sur, l'évolution du métier de CIP, et ça suit ce que l'on était en train d'exposer, il y a l'adaptation aux nouvelles technologies. Donc, le métier tout au début, on avait avant le covid, hein, bon, comme dans beaucoup de professions, les accompagnements en distanciel, ça n'existait pas. Mais, même pas on y pensait à l'époque, hein, et puis, donc, qu'est-ce qu'ils ont mis. c'est alors après ça va dépendre de votre public. Nous, on a un public qui est souvent en situation d'électronisme. Donc autant vous dire que la visio, c'est pas encore au top, hein, d'accord? Mais, Téléphone heu, aussi, c'est pas top, hein. le téléphone aussi, c'est pas top. Ils Donc veulent ça va que des dép rendez-vous en ils veulent que des présentiel. rendez-vous en présentiel, mais ça va dépendre de votre structure. Parfois, on vous y oblige aussi et donc, il y a le RGPD qui s'est mis dessus et qui est là très, très fort, hein, avec la réglementation de la protection des données et ça, c'est important. Surtout si vous devenez CIP indépendant, parce que vous allez avoir à gérer ce paramètre-là. L'évolution de toutes les politiques publiques, en matière d'emploi, donc, les personnes en situation de handicap, tiens, ça vient aussi. Les personnes en situation de handicap, j'ai développé puisqu'il y a des nouvelles, réglementations qui se sont mises en place et la prévention des risques professionnels. Ça fait partie des nouveautés de l'apparition dans le métier. Donc toutes les personnes en situation de handicap et l'inclusion, professionnelle, comment le mettre en œuvre et tout ce qui est lié à vos spécificités et c'est vraiment important, socio-économique de chaque région. Donc ça, c'est extrêmement, important et évidemment la différence entre chaque structure puisque même dans la même région, selon là où vous travaillez, vous ne ferez pas la même chose.
Alors, l'accompagnement à distance, il y a l'utilisation des outils numériques pour les entretiens et les suivis. L'accompagnement à distance, ça peut se faire avec les bénéficiaires, mais ça peut se faire aussi dans le cadre d'un suivi partenarial avec d'autres structures, puisque la personne peut être suivie par plusieurs structures. Et là, on utilise tous ces outils et on passe France obligatoirement, Travail le fait très bien. France Travail. Donc oui, effectivement, vous pouvez être une structure délégataire en fait d'une autre structure. Donc souvent, les grosses structures vont déléguer aux petites structures parce qu'ils n'ont pas forcément. Donc les grosses structures sont souvent des structures à mission publique, donc des structures privées, mais qui travaillent pour l'État en vrai. Donc là, ils vont déléguer à des petites structures privées pour justement répondre à leurs obligations. Donc là, ça leur permet justement d'avoir donc plein de gens sur le territoire et être à proximité du public, mais aussi d'avoir un suivi plus régulier et de suivre à distance, eux, les accompagnements. Donc, il y a aussi des avantages et des défis dans cet accompagnement à distance, ce qui est Le pas réseau Internet, on en parle en ce moment. le réseau. Alors vous, vous êtes peut-être moins, pour les gens qui sont dans l'Hexagone, vous êtes peut-être moins touchés. Nous, à La Réunion, Les cyclones. on a un problème de câble qui régulièrement nous pose souci. Et effectivement, le réseau Internet reste quand même une petite question parfois pour pouvoir faire certaines choses. Donc, le respect du RGPD, je reviens dessus parce que c'est extrêmement important parce qu'il y a des contrôles qui sont On faits a mis et ça à toutes les diapos. oui, non, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui ont été dans des situations complexes à cause de ça. Donc, la protection des données, la confidentialité, de ne pas nommer, ne pas parler de vos bénéficiaires à l'extérieur en les nommant. S'il vous plaît, faites attention à ça. Voilà, c'est extrêmement important. Et donc, toutes ces mesures de sécurité et de confidentialité. On va parler justement de l'accompagnement des personnes en situation de handicap avec des politiques et des dispositifs spécifiques par Cap Emploi. Donc, tu peux peut-être en dire quelques mots. Alors, sur les politiques et dispositifs spécifiques par rapport aux personnes en situation de handicap, il faut avoir deux mots à la bouche, adaptation et compensation. Ça, c'est là où vous devez vous positionner. C'est déjà, et c'est pareil, vous pouvez vous faire former là-dessus, l'accompagnement aux personnes en situation de handicap. Moi-même, j'ai été formée là-dessus parce que je me suis dit, bon, on est léger sur comprendre comment accompagner une personne en situation de handicap, même si on maîtrise l'accompagnement de manière générale, d'accord? Mais quand vous avez des termes spécifiques qui sont adaptation et compensation, c'est aussi savoir en fait se positionner en face d'un handicap et dire, OK, on met toute une stratégie d'insertion professionnelle adaptée à la situation de handicap, parce on peut aussi ne pas être porteur de handicap, mais être dans une situation de handicap. Donc, tous ces termes spécifiques demandent de la formation, mais ça demande aussi donc des interventions spécifiques, un accompagnement qui est donc adapté vraiment réellement aux personnes. Pardon. La prévention des risques professionnels. Il y a l'identification des risques psychosociaux. Ça, c'est un point clair. Un point essentiel quand vous voulez accompagner les personnes, d'accord? Comment ne pas prendre ces risques psychosociaux en compte quand vous accompagnez des personnes qui ont été heurtées par la vie ou même par une expérience professionnelle qui était peut-être douloureuse et qui vit peut-être des situations sociales qui sont parfois compliquées. Donc, le grand mot à la mode à un moment donné, c'était le stress. Personne ne comprenait ce que c'était le stress ou la charge mentale. On parle aujourd'hui de charge mentale, mais qu'est-ce que c'est cette charge mentale? D'accord? C'est le poids des responsabilités qu'on a sur soi. Donc, une mère de famille seule qui a quatre enfants à la maison avec des enfants en bas âge n'aura pas le même impact de ses responsabilités qu'un jeune de 16 ans qui vit chez ses parents. Donc, là, les risques psychosociaux, il faut vraiment les identifier pour pouvoir répondre à des besoins réels, pouvoir orienter de la bonne manière et savoir aussi adapter votre accompagnement.
Alors, dans l'évolution de ce métier, il y a aussi l'analyse des contextes régionaux. Donc, l'importance de votre veille informationnelle locale, pas uniquement nationale, mais locale. L'adaptation aux stratégies en fonction des contextes régionaux. L'exemple de spécificité locale, c'est les différences économiques et sociales et l'adaptation au projet d'insertion professionnelle qui répond aux besoins locaux. Vraiment, dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes qui m'ont contacté, la grosse difficulté que j'ai à chaque fois à répondre sur certaines choses, c'est que les situations qu'ils rencontrent là où ils ont certaines difficultés, ne connaissant pas les dispositifs mis en place dans leur secteur, je peux pas répondre. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est pas adapté et quand un CIP, il change de région et ben, il a effectivement, cette obligation à prendre en compte tout ce qui se passe au niveau, local. Alors, tu sais, avec ça, ce que tu es en train de dire, la question qui vient après, souvent, c'est comment je fais pour connaître ces structures. Alors, ne vous basez pas uniquement sur ce qui est écrit sur Internet, d'accord? Donc, Google est mon ami, mais il ne sait pas tout non plus, C'est comme d'accord? ChatGPT, hein, il Voilà. sait pas tout, hein, soyons Donc, clairs. il aura les grandes lignes. Sur Google, vous allez avoir les grandes lignes. Mais ce qui se passe dans la réalité de ces structures, il faut aller les voir, rencontrer vos partenaires, rencontrer ces acteurs sur le territoire. Allez-y, allez les voir. Et vous allez voir qu'ils partagent en vrai des gens. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui partage et qui veut bien parler de son expérience ou des procédures qu'il y a ou des dispositifs qu'on a. Un dispositif sur le papier, vous allez dire, OK, d'accord, je comprends à peu près, mais comment elle est appliquée réellement, c'est uniquement en allant voir ce qui se passe sur le terrain. Prenez du temps pour le faire parce qu'en fait, en vrai, ce temps que vous allez prendre pour faire ça va vous faire gagner du temps dans vos accompagnements. Ça, c'est important. Dans l'évolution du métier et des structures d'insertion, hem, donc il y a différents types de structures d'insertion. Il y a des associations, il y a des entreprises adaptées. Faites en sorte de bien définir les rôles et les missions spécifiques de chaque type de structure. Heu, Faites en sorte que, puisque c'est ce que disait Laura, d'aller les rencontrer, d'aller échanger avec eux, d'expliquer ce que vous faites, que eux expliquent ce qu'ils font pour que vous puissiez vous mettre d'accord sur ce que vous pouvez faire en commun. Et il y a l'adaptation de toutes ces méthodes, il y a l'importance de comprendre la mission et la vision de chaque structure, c'est exactement ce qu'elle disait et vous pouvez éventuellement aller plus loin, c'est-à-dire mettre en place des stratégies de collaboration et de partenariat et vous verrez que dans ces cas-là, vous allez gagner beaucoup de temps sur un tas d'actions que vous avez à mener parce que, et ben, ces stratégies de collaboration et de partenariat vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est valable partout, sur tous les territoires, mais c'est à refaire dans chaque territoire. Donc, oui, et quand les personnes changent, parce que les personnes bougent aussi, eh bien, c'est bien s'assurer, parce que les choses, elles sont pas pérennes. Donc, c'est de s'assurer que ça continue de la même façon. Alors, on va passer à une autre partie qui est donc la partie sur les meilleures pratiques et les outils du CIP. Donc on va voir la conduite d'entretien, on va voir, rapidement l'animation, d'ateliers thématiques, on va voir la construction de partenariats et on va voir les liens avec les employeurs. Donc effectivement, on reprend des choses qu'on a vues, mais, c'est aussi ce qui se passe dans le métier. Donc dans cette, partie, on va commencer par la conduite d'entretien. Et dans la conduite de l'entretien, d'accueil, on va reprendre des parties, incontournables. C'est l'analyse de la demande et les bases d'un diagnostic partagé. Alors c'est vrai que on a l'impression de le répéter, nous on dit toujours la même chose, mais c'est aussi par là que le métier commence, hein. Il faut bien commencer par un début et cette partie-là, elle est cruciale. Elle est vraiment importante. Voilà. Alors même si on fait Une ça depuis analyse ratée, ouais, une c'est un analyse diagnostic ratée raté, et c'est la c'est diag un plan d'action raté. voilà, Donc, donc c'est vrai que même si c'est toujours le même truc, ben, voilà, c'est de l'incontournable. Donc
cette analyse de la demande, dont on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Tu veux que, Ouais, que je vas-y. m'étale un petit peu? Allez, étale-toi un petit peu. Allez, Donc, je vais te mettre analyse. les 3 points, voilà. Ok, Vas-y. d'accord. Donc l'importance de cet entretien d'accueil, comme on disait, c'est déjà, c'est le premier contact que vous avez avec la personne en général, d'accord? Il y a, Au jour d'aujourd'hui, on s'inscrit on s'inscrit sur des plateformes. Donc, on n'a plus personne pour analyser, à faire une pré-analyse avant et faire voilà, un petit retour, un petit topo. Donc, non, on s'inscrit sur des plateformes et ensuite, vous recevez plein de données. À vous de traiter les données un petit peu en amont de l'entretien d'accueil pour préparer cet entretien, pour faire, bon, ben, je vous connais un peu parce que ben, il faut quand même que vous vous sentiez un petit peu à l'aise. Donc, oui, mais on a aussi ce stress de se dire, en fait, on rencontre cette personne pour la première fois et qu'on ne la connaît pas. Donc, le but de cet entretien d'accueil n'est pas uniquement de faire connaissance et de dire bonjour, je m'appelle donc Dijou Laura et vous et de prendre un café. Non, c'est aussi d'analyser réellement sa situation. Donc allez voir ce qui se passe réellement dans la vie, de manière générale, de manière globale de cette personne, hein, d'accord? Donc souvent, on me demande quelle est la limite. La limite, c'est à partir du moment où la personne vous dit, j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Donc, vous pouvez poser des questions sur les ressources financières, vous pouvez parler du climat familial, vous pouvez parler de son logement, vous pouvez parler de sa situation de handicap, de son parcours professionnel. Et la limite, c'est réellement, est-ce que cette personne est prête à divulguer des informations sur ces situations-là? Donc, ensuite, poser les bases du diagnostic partagé, c'est tout simplement donc reprendre les atouts et les freins qu'on a pu analyser. Donc, reformuler ça avec la personne pour s'assurer qu'on ait bien compris. Et donc là, poser un diagnostic sur ce qu'elle a exprimé. Et pourquoi partager? Parce qu'on s'assure de cette adhésion de la personne par de la reformulation. Et c'est là on parle de ce diagnostic partagé. Alors, c'est pas moi qui est en train de partager mon diagnostic, c'est nous deux, en fait, on partage le même diagnostic. D'accord? Donc après, vous avez un contrat et une charte de communication qui part de l'écoute active, donc de la communication verbale et non verbale, comme on a vu tout à l'heure, donc de la reformulation. Vous avez aussi cette relation de confiance qui commence à se créer pour aller vers cette contractualisation, donc aller vers cette adhésion commune. On est d'accord et donc on va co-signer ensemble. Voilà, et vous n'oubliez pas de bien préciser le contrat et la charte de communication, donc d'expliquer à la personne et aux bénéficiaires ce qui va se passer, comment ça se passe et pourquoi. On va faire un petit peu vite parce qu'on a encore pas mal de choses. Donc, dans les techniques de communication adaptées, j'en cite certaines. Donc, c'est les 6 attitudes d'Elias Porter, les 4 C de la communication, l'entretien semi-directif, les phases de l'entretien d'accueil. Donc, on a la préparation, le déroulement, le suivi de l'entretien. Je vais un petit peu vite pour qu'on ait quand même le temps d'échanger par la suite. Et les points de vigilance et de différence entre entretien d'accueil et accompagnement. Ce n'est pas la même chose. L'entretien d'accueil, c'est vraiment un moment spécifique. L'entretien d'accompagnement, c'est quelque chose où on se connaît déjà et on vérifie et on met en œuvre tout le reste. Donc, c'est vraiment bien les séparer. C'est pas du tout la même chose. Hem, Lorsque l'on va parler des ateliers, on va en parler rapidement parce que je voudrais qu'on ait le temps d'échanger par la suite. On va concevoir ces ateliers thématiques. Pensez bien à établir un cahier des charges de l'atelier. Pensez bien à vérifier avec la taxonomie de Bloom, vos objectifs pour qu'il y ait qu'un seul objectif, qu'on puisse bien l'évaluer, qui soit bien Avec des temporel, verbes d'action. avec des verbes d'action. Donc ça, c'est important. Mettez bien en place votre scénario pédagogique. Ça, c'est expliqué dans le bouquin aussi, vous retrouverez tout le détail. Trouvez votre méthode pédagogique et vos supports qui doivent, là, c'est vraiment une obligation, être adaptés à votre public. Trouvez dans quel courant vous vous mettez, quel support vous allez utiliser et pourquoi vous le faites. Ça ne se fait pas comme ça un atelier, hein, ça se prépare et ça se réfléchit. Quelle démarche, quelle méthode vous allez mettre en place?
Et pensez aussi qu'il y a des choses qui vont pouvoir peut-être se faire en e-learning avec des animations ou des choses en ligne. Donc ça, c'est un petit peu développé. Je passe un peu rapidement. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. Mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait une organisation dans vos ateliers. Ça ne se fait pas pompidop, allez, je prends un atelier. Et même si vous devez reprendre un atelier de quelqu'un, il faut que vous puissiez voir cette trame pour vraiment pouvoir vous l'approprier. L'improvisation n'anticipe pas des imprévus, hein. Ouais, c'est ça. Alors, pour mettre en œuvre, pardon, une offre de service, non, j'ai été trop vite, c'est ça? Hop, ouais, c'est ça. Donc, pour mettre en œuvre une offre de service auprès des... Non, ça c'est après. Il y a les différents réseaux de partenariat que vous devez mettre en œuvre aussi. Hop. L'identification de vos principaux partenaires, que si vous commencez, n'hésitez pas à demander à vos collègues. Faites-vous un agenda, un planning, une carte, ce que vous voulez, Un mais tableau de un ciblage. tableau de ciblage, c'est important. Les structures, les rôles, la collaboration avec toutes ces structures, n'hésitez pas à aller les voir, à leur poser des questions. Et ça se passe généralement très, très bien. Les stratégies de collaboration, c'est-à-dire ce que vous mettez au clair ce que vous allez pouvoir leur proposer. Parce que c'est bien beau de leur demander, mais il faut aussi que vous puissiez proposer certaines choses. Donc, pour que ce soit vraiment efficace, ça, c'est extrêmement important. Tout ça, c'est pour optimiser la réponse et pour pouvoir répondre clairement aux différents bénéficiaires que vous allez accueillir. C'est vraiment dans ce but-là. Et ça va pas avoir le temps. Donc, quand vous allez mettre une offre de service auprès des employeurs, puisque c'est un peu la dernière partie dans cette avancée, il va vraiment vous falloir faire des actions de prospection. Pour faire ces actions de prospection, vous allez vous allez construire votre argumentaire, c'est-à-dire vous allez offrir quelque chose à cet employeur, mais vous allez aussi choisir l'entreprise par rapport au secteur d'activité, par rapport au lieu géographique, par rapport à son type d'activité. Et il y a parfois même des toutes petites structures qui aimeraient bien avoir quelqu'un qui puisse venir les aider et qu'on consulte pas. C'est pas que les grosses, loin de là. Hein, je vous rappelle, Encore moins. Non, c'est encore vrai. moins, ouais. Dans le tissu économique en France, c'est pas que les grosses structures, hein, c'est beaucoup de petites quand même. Hein. Oui, Les TPE sont quand même bien plus présentes que les multinationales. Hein. oui. Donc, important à penser à ces structures-là. Vous allez amener un appui technique en termes de recrutement aussi, puisque ça fait partie de vos compétences, avec des exemples concrets des schémas d'organisation de campagne de recrutement. Mm. Vous les retrouverez aussi dans le livre. Euh, il y a l'utilisation de, du diagramme de Gantt hein, pour planifier vos actions. Ça, c'est pas mal. C'est un outil pratique. Et évidemment, faciliter l'intégration et le maintien du salarié. Donc, pour ça, il y a des stratégies d'intégration et de réussite qui sont importantes. Et c'est l'accompagnement humain. Donc, peut-être que tu peux faire un topo sur toute cette partie-là. D'accord. Bah oui. Alors, tout ce qui est donc relation employeur, on appelle ça la relation employeur. Donc, tout ce qui est prospection, appui technique ou intégration, un maintien, il faut que vous le voyez comme un cheminement en vrai, d'accord? Vous allez accompagner des personnes de manière individuelle ou collective. Euh, Cet accompagnement ne s'arrête pas uniquement à des techniques de recherche d'emploi, de la remotivation ou les aider à créer un parcours d'insertion. Il faut aussi leur proposer, leur donner des opportunités, donc les aider à créer des opportunités. Et comment vous allez le faire? C'est aller voir sur l'ensemble du territoire bah, qu'est-ce qui se passe et quels sont les employeurs, parce qu'en fait, il y a des employeurs aussi qui ne se risquent pas au recrutement parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et là où est votre rôle, c'est celui-là, d'aller donc aller à la recherche de la pépite
pour le bénéficiaire que vous accompagnez et que vous connaissez en fait. À force de l'accompagner, vous le connaissez, vous savez quel type de structure, quand on vous dit oui, il faut aller connaître les structures, oui, interrogez-vous. Donc, un fleuriste qui est à 5 minutes de chez lui n'est peut-être pas adapté au fleuriste qui est à 20 minutes de chez lui. D'accord? Donc, évaluer toutes les opportunités et répondre réellement aux besoins et à la spécificité du public lors de votre prospection. Donc, négligez pas les petites entreprises. Donc, ayez des techniques, soyez structuré et organisé avec un argumentaire, une offre de service qui est bien comprise et maîtrisée, parce qu'il faudra donc le proposer, cette offre de service. Donc là, encore une fois, il faut aller voir la limite de la structure pour laquelle on intervient. Donc après, en termes d'appui technique, on est sur de l'organisationnel, donc apporter une veille organisationnelle, des techniques d'organisation aux employeurs. On parle bien là d'accompagnement des employeurs. On ne parle pas d'accompagnement des bénéficiaires sur la relation employeur. Notre bénéficiaire devient un employeur sur le territoire. Donc, accompagner l'employeur dans son recrutement. Et puis, même si cette personne ne répond pas à notre demande parce que nous, on voulait faire recruter un livreur, par exemple, et qu'il est en recherche d'un fleuriste, bah, rien ne nous empêche de l'accompagner. D'accord? Donc, vous avez des outils comme le diagramme de Gantt sur l'organisation qui est très bien. Vous avez aussi toute votre expertise en numérique pour créer des infographies sur les campagnes de recrutement pour pouvoir expliquer correctement qu'est-ce que c'est une campagne de recrutement et les étapes de la campagne de recrutement. Et ensuite, voilà, vient le temps de l'intégration, la signature du contrat, les obligations Légal. légales et administratives. Et aussi, ce n'est pas que ça l'intégration, c'est aussi participer avec cette personne dans son bien-être au travail. L'intégration, c'est vraiment tout le processus de bien-être au travail. Donc, cette petite lune de miel entre l'employeur et son nouveau collaborateur qui doivent apprendre à se connaître et aussi savoir être indulgent et tolérant face aux difficultés de chacun. D'accord? J'ai bien chacun parce qu'on est encore dans une relation humaine. Et ensuite, maintenir ce salarié dans son milieu professionnel auprès de cet employeur. Bien valoriser aussi la personne, lui montrer tous les progrès qu'il a pu faire en s'intégrant dans une structure, en s'intégrant dans un travail. Vraiment, ça fait partie des points importants. Et on va voir aussi justement quelques outils nécessaires, enfin, que vous pouvez utiliser pour cette partie. Donc, vous avez la DVP, l'activation des l'activation Son de développement développement. vocationnel. Donc c'est une méthode qui vous permet, d'aider, on va la voir un petit peu plus en détail par la suite. Certains, les questionnaires, je vais y arriver, et les questionnaires personnalisés, les enquêtes métiers, les PMS-MP. Donc on va voir ces outils un petit peu, en détail. Donc, c'est une méthode, la DVP, c'est une méthode pour aider les bénéficiaires à définir et à réaliser leur projet professionnel. Vous en trouverez des exemples un petit peu dans le livre et vous avez aussi une référence biblio pour aller un petit peu plus loin. Ça va permettre de mettre en place des exercices de réflexion pour favoriser le développement personnel et, j'insiste, professionnel, puisque vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas coach, hein. On n'est pas coach, on n'est pas là pour, Non, mais la DVP, c'est vraiment une méthode qui est adaptée aux personnes qui est en manque de confiance en soi, qui sont en errance professionnelle, d'accord, ou en errance administrative, c'est-à-dire qui ne savent pas s'orienter et puis qui ont besoin vraiment d'accompagnement plus prononcé par rapport à d'autres bénéficiaires. après, donc, vous avez dans cette méthode trois grandes parties, hein, l'exploration, la cristallisation, la spécification et la réalisation. C'est expliqué, hein, pareil dans le livre et vous aurez d'autres références. C'est une approche qui est structurée, qui est progressive, qui va favoriser vraiment une réflexion approfondie sur le projet professionnel. Donc là, vous trouverez dans les éditions qui plus est des écrits qui ont été faits. Vous avez également
Donc là, je vous ai mis une liste d'ouvrages plus spécifiques pour l'accompagnement qui peuvent vous aider, que vous pouvez retrouver également. Donc l'Explorama pour découvrir ses intérêts, ses valeurs et ses compétences à travers des photos. Ça sert énormément. Moi, je l'ai utilisé avec des personnes en Franchement, situation. moi, j'adore. Ah, toi, t'adores. Ouais, moi, Ouais. je sais. Enfin, au début, c'était. Franchement, moi, c'est un outil que j'ai, bon, au départ, vraiment négligé, parce que je me suis dit, Pourtant, je vous l'avais ouais, les présenté. photos, ouais, ça va 2 minutes, mais en vrai, voilà, est-ce qu'on va pouvoir vraiment en ressortir, faire ressortir quelque chose de là? Mais en fait, utiliser la mallette de l'édition qui plus est, parce qu'en fait, avec cette mallette-là, je vous avoue que vous avez tout un guide, Ouais, des super bien exemples fait. que vous pouvez adapter et tout. Donc, vous avez tout un palette d'outils qui est réellement utilisable et pas uniquement avec des personnes en situation d'illettrisme. Ça peut être des personnes qui ne sont pas en situation d'illettrisme mais qui ont du mal à exprimer des choses, en Ouais. fait. Donc, l'Explorama, qui est basé sur du photolangage, Oui, c'est hein, ça. donc, qui est basé sur du photolangage, permet en fait de communiquer d'une autre manière. Donc, voilà. Alors, il y a la méthode MAPI qui est extrêmement complète aussi. Effectivement, alors faut prendre un petit peu de temps, mais c'est vraiment très, très, très bien fait et c'est vraiment spécifique, enfin, pour accompagner les bénéficiaires du RSA, mais je dirais que pour même notre connaissance globale, c'est vraiment un vrai plus. L'entretien, pour l'élaboration du projet, l'ELP, donc pareil, vous avez là les références. Et la mallette de l'orientation, peut-être que Sylvie, tu veux dire, un mot, par rapport à tout ça? Bah, si tu veux, je vais pas prendre trop de temps, hein. Je pense que vous êtes parfaite pour présenter l'Explorama, hein. Visiblement, Laura est fan. Donc, en effet, Totalement. c'est utile pour les. Alors, juste dire que c'est un outil comme celui de la mallette qui est basé sur les 4 phases de la DVP et que l'idée, c'est de remettre la personne au centre, en fait. Et comme on utilise dans l'Explorama des photos, c'est très utilisé avec les personnes en situation d'illettrisme, mais comme le dit Laura, pas que. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Si, en effet, l'outil au jour d'aujourd'hui le plus complet sur l'orientation éducative et la DVP, c'est la mallette de l'orientation. Mais je ne voudrais pas prendre de votre temps. Si des personnes veulent plus de précision, je suis à leur disposition quand elles veulent, hein. D'accord, parfait. Donc, l'importance quand vous faites quand vous avez un entretien, on l'a vu donc, et tout au long des échanges que vous allez avoir, c'est d'avoir, des questions qui sont personnalisées. C'est-à-dire qu'on vous donne des bases dans le bouquin, vous allez retrouver, vous allez pouvoir télécharger des entretiens, des guides d'entretien et cetera. C'est bien, mais c'est une base. C'est-à-dire, faut pas prendre ça comme, parole, d'évangile, c'est pas ça. C'est vraiment une base parce qu'il va falloir à chaque fois que vous compreniez les traits de personnalité de vos bénéficiaires pour pouvoir les aider au mieux et chaque cas est particulier. C'est impossible de faire un questionnaire pour tous les cas. C'est bon, voilà, donc c'est une base. Il faut vraiment ne pas hésiter à avoir, des exemples, enfin des entretiens qui soient personnalisés. Donc je vous donne, différentes possibilités. Attention, je parle du RIASEC. Le RIASEC ne doit être utilisé que par des psychologues normalement. On n'est pas psychologue, donc tout le monde ne peut pas l'utiliser. Mais souvent dans les Je grosses déconseille structures, même je de déconseille même de Non, l'utiliser. mais c'est super complexe et je pense que aussi il faut laisser aussi À chacun son chacun ses outils qu'ils exploitent de la meilleure manière qui soit parce que c'est des concepts qu'ils ont étudier. étudiés et Ils le ont 5 ans RIASEC, d'études. c'est quand même assez complexe. Ils ont 5 ans d'études, c'est Quand on pas ne par sait, hasard. ouais, mais quand on ne sait pas utiliser cet outil, On en fait n'importe voilà, quoi. c'est Voilà. très compliqué pour les. Faut pas que ça devienne de la soupe, surtout, faut respecter ce qui a été créé. Mais par contre, il y a des structures dans lesquelles il y a des psychologues et on peut Super demander de l'aide aux psychologues. Toujours cette idée de partenariat, hein. orienté. Orienter, Ok. demander de l'aide au partenariat. Et si on n'en a pas dans notre structure, on peut en trouver ailleurs. Donc ça, c'est important. Après, vous avez évidemment à utiliser plus les enquêtes métiers, hein, puisque ça permet aux personnes de se rendre compte un petit peu de ce qu'est le métier réellement dans un premier temps, en se déplaçant, en allant voir dans les entreprises, ben, quel est le métier. Évidemment, dans l'enquête métier,
Il va falloir qu'on ait déjà identifié des métiers à explorer, qu'on ait préparé ces questions, qu'il y ait une réalisation d'entretien. Donc, ça met vraiment la personne, le bénéficiaire, dans une démarche active. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais assez vite sur sur ces parties-là. Après, vous avez obligatoirement la fameuse PMSMP, hein, la période de mise en situation professionnelle, qui est incontournable. Ça va permettre aux bénéficiaires de plonger dans l'entreprise. Bah, de plonger dans l'entreprise. Parfois, c'est une première expérience professionnelle, d'aller voir, de poser son pied dans un milieu professionnel. C'est la découverte d'un nouveau métier de manière réelle. Et dites-vous bien que la PMSMP devient aussi une obligation dans l'accompagnement, dans le cheminement de l'insertion professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire une formation ou se reconvertir, pour confirmer notre projet professionnel réellement, beaucoup d'organismes, dont France Travail, demandent à ce qu'on fasse des PMSMP pour justement qu'on soit sûr que cette personne soit bien dans la bonne direction. Voilà, ça c'est important. Donc, avant la PMSMP, l'enquête métier, après l'enquête métier, une PMSMP, c'est vrai que ça permet de vraiment s'assurer que le métier choisi est le bon. Alors juste, on arrive à la fin de cette présentation. Évidemment, on aurait pu parler du développement durable. Évidemment, on n'aurait pas pu parler de la fiche métier au poste, comment on fait. Évidemment, on aurait pu parler de comment créer. Évidemment, on aurait pu parler d'un tas de choses, mais on n'est pas là pour. Enfin, on peut pas, dans le temps qui est imparti, faire une formation complète, lire tout le livre. Je vous conseille juste de l'avoir, de le lire, de l'utiliser. De le rassurer, d'être d'accord et pas d'accord avec, et qu'on puisse en échanger, c'est le but du jeu. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être abordées. C'est pas la première fois que je parle de ce livre, donc j'essaye à chaque fois d'en parler de façon radicalement différente pour que ça puisse apporter des choses complémentaires. Ça, c'est le but du jeu quand même à chaque fois, hein, sinon ce serait pas un exercice intéressant. Donc, je vous propose juste, avant de terminer et qu'on puisse passer aux échanges, de regarder une petite vidéo qui récapitule. Alors, c'est vrai que c'est une vidéo que j'avais faite et qui est utilisée chez Avenir. Donc, je vous propose juste de regarder cette vidéo qui dure pas très longtemps, qui va faire. Beaucoup, au revoir, Merci, au revoir. merci.